regardais ces images, je ne savais pas que j'aurais l'opportunité plus tard de mettre la main sur une véritable M1A1 Inland et que ma route croiserait aussi celle d'une USM2. Donc dans cette vidéo, on va balayer l'histoire de ces trois armes, mais avant de continuer, je tiens déjà à remercier l'Armerie Maillet qui m'aide dans la réalisation de cette vidéo. Je mets un lien dans la description vers sa boutique Naturabuy et son site web. C'est une armerie où je passe fréquemment, donc n'hésitez surtout pas à aller y faire un tour, car il y a très souvent des choses très intéressantes. Quant à l'arme que j'ai en main et qui me servira à illustrer mes propos, c'est une véritable Inland, mais qui a été malheureusement neutralisée. Vous verrez dans cette vidéo quelques tirs avec une M1 à main, c'est simplement la crosse de celle-ci que j'ai installée sur l'USM1 d'un abonné, que je remercie. Au moment où je prépare l'écriture de cette vidéo, c'est peu de temps après avoir fait celle sur le STG44. Et honnêtement, après avoir lu quelques bouquins sur le sujet de la M1 Carbine, il y a une question que j'aimerais vous poser. L'USM1 ne serait-elle pas le premier fusil d'assaut américain? Alors vous pouvez déjà me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais écoutez la suite. Je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit dans la vidéo du STG44, à savoir c'est quoi le premier fusil d'assaut, etc. Mais juste la définition du fusil d'assaut, et voir si l'USM1 ne cocherait finalement pas ces cases. L'USM1 est donc une arme individuelle, légère, avec un chargeur amovible, et point très intéressant, elle tire un calibre intermédiaire. Intermédiaire, c'est-à-dire une munition située entre la cartouche de pistolet et la cartouche de fusil. Mais on y reviendra en détail un peu plus tard. Le véritable défaut de cette arme, si on peut dire ça, elle ne tire pas en full auto. Et pourtant, dans la demande initiale, il était prévu un mode automatique. D'ailleurs, c'est quoi cette demande initiale? Pourquoi les États-Unis ont adopté l'USM1? La raison est simple, équiper toutes les troupes de support comme les mortiers, les équipes de mitrailleurs, les radios et bien d'autres. Le truc, c'est que durant la Première Guerre mondiale, les mitrailleurs, par exemple, en plus de porter une mitrailleuse, 16 kg pour la Colt 1895, l'affût, les caisses de munitions, etc., devaient aussi porter un fusil d'infanterie, le Springfield 1903 ou l'US-17, qui est bien trop imposant pour eux. Bien souvent, ils ne s'équiperont que du pistolet Colt 1911 comme arme de défense. Mais le 1911, aussi fantastique soit-il, reste limité. Sa cartouche aussi, le 45 SCP, reste limité. Il fallait donc trouver quelque chose d'intermédiaire qui augmenterait la capacité de ces unités à toucher une cible sur une distance supérieure à ce que pouvait offrir le Colt 1911. Le projet de l'USM1 prendra du temps à arriver car dans les années 30, c'est le M1 Garand qui fera son apparition. Et les USA subissent aussi la crise de 1929, donc ne peuvent pas tout développer en même temps. Je parle pas plus du Garand, c'est pas le sujet ici, mais le développement d'une arme intermédiaire, donc entre le fusil d'infanterie, que ce soit le Springfield 1903 ou le M1 Garand, et le pistolet Colt 1911, ne commencera réellement qu'en 1938. Et en 1938, il se passait quoi en Allemagne? C'est la même année où la manufacture de Polt commençait, elle, à développer le 8x33 Kurz. Il y a un vrai parallèle à faire entre le STG44 et l'USM1. Tous deux produits uniquement en temps de guerre, quasiment au même moment. Ils se sont même fait face, mais ils n'ont pas vraiment la même fonction. J'entends par là que le Stormgewehr, lui, a été sciemment développé pour équiper l'infanterie et augmenter la puissance de frappe des unités. C'est un vrai fusil d'assaut. Initialement, même ce que Schmeisser avait appelé un pistolet mitrailleur lourd. A contrario, les Allemands avaient développé dans les années 30 des Maschinenkarabiner, soit des carabines automatiques. C'est là que ça se rejoindrait presque avec l'USM1. On est sur une carabine, bon, pas automatique dans sa version finale, mais je le répète encore, qui devait l'être à sa sortie, et qui de toute façon le sera dans sa version USM2. Alors pour revenir un peu sur le développement de l'USM1 et de cette histoire de fusil d'assaut, il y a un élément principal important, la cartouche intermédiaire. L'USM1 chambre donc la cartouche de calibre 30. Appelé 30 Carbine ou encore aujourd'hui 30 M1. Dans la demande initiale, il était demandé à ce que le nouveau calibre ait une portée pratique allant jusqu'à 300 yards, soit 274 mètres, ce qui est tout de même bien inférieur au 8.33 Kurz allemand. D'ailleurs, si on compare les deux calibres sur les données de balistique, on aurait ceci. Le 30 M1 avec une balle de 308, un poids de 110 grains et développant une vitesse de 610 mètres par seconde avec une énergie de 1311 joules. De l'autre côté, le 8 mm Kurz avec une balle en 324, 124 grains et développant une vitesse de 685 mètres par seconde avec une énergie de 1877 joules. Pour rappel, les Allemands étaient partis de la cartouche de 7,92 par 57 du fusil Mauser
pour grossièrement la réduire afin d'utiliser au maximum les machines-outils de l'usine de Polt. Les Américains, eux, ont utilisé la cartouche de 32 SL que commercialisait Winchester dans sa carabine semi-automatique modèle 1903, dans une version améliorée pour obtenir le 30M1. Mais on voit que la forme de la balle est complètement différente dans les deux cartouches. Une balle cylindro-ogivale arrondie à balle plate pour le 30 carbine et une balle cylindro-ogivale pointue à culot fuyant pour le 8 Kurz. Et ça change énormément de choses sur la portée pratique de la cartouche. Donc non seulement la cartouche de 30M1 n'est pas très puissante et manquera sur le terrain de pouvoir d'arrêt, ce qui sera corroboré par ses nombreux utilisateurs, mais en plus sa portée reste relativement faible, du moins comparé à la cartouche allemande. D'ailleurs, à titre d'information, mais le 30M1 serait comparable à du 357 Magnum, pour vous donner un ordre d'idée. Encore une fois, on voit que dans le développement d'une arme intermédiaire, il y a eu plusieurs façons de penser. Soit partir d'un fusil d'infanterie et diminuer la cartouche et l'arme pour la convertir en automatique, soit partir d'un pistolet mitrailleur et augmenter la puissance de la munition. C'est là où le STG-44 et l'USM1 se croisent complètement, puisque le Sturmgewehr est lui un pistolet mitrailleur avec une cartouche de fusil réduite, tandis que l'USM1 est un fusil réduit avec une cartouche de pistolet augmentée. Alors du coup, si le 30 carbine provient plutôt d'un calibre de pistolet, est-ce que ça sort l'USM1 de la catégorie fusil d'assaut? Dans la ligne de l'arme, on reste vraiment sur une carabine, et non ce qui ressemble à ce qu'on nomme aujourd'hui un fusil d'assaut. De plus, le mode full auto a été abandonné à la production, qui ne commencera qu'en 1941, année d'entrée en guerre des États-Unis dans le second conflit mondial. A noter cependant que le système de piston de l'USM1 permettait de convertir l'arme en full sans trop de contraintes. Et puis le chargeur n'est que de 15 cartouches, contre 30 pour le Sturmgewehr. Initialement, il y a eu des tests avec des chargeurs de différentes capacités, dont des 30 coups, mais c'est celui de 15 qui a été retenu. La version que j'ai en main gagne un point de plus vers la place de fusil d'assaut, la M1A1. Rapidement, la M1A1 est une USM1 pour les troupes parachutistes. Ça se comprend tout de suite. Il y a une crosse pliante, ce qui facilite la compacité et le port lors du saut. Ces M1A1 ont été produites à partir de 1942 et uniquement par la firme Inland, comme celle que j'ai ici. Même si ça en faisait une arme parfaite pour un parachutiste, ces derniers continueront à utiliser des M1 Garand et des Thompson. Alors le petit détail qui me ferait pencher la M1A1 vers la catégorie fusil d'assaut par rapport à l'USM1, c'est sa poignée pistolet. Oui, je sais, c'est un peu léger, et pourtant, si vous mettez la crosse pliante de côté, on n'est pas loin de la forme classique du fusil d'assaut. Bon, honnêtement, cette poignée est assez grosse et pas des plus agréables à utiliser. Je pensais qu'au tir, la crosse squelette serait catastrophique, et finalement, ça va. Mais j'ai pas tiré couché, je ne tirais qu'une dizaine de cartouches à 25 mètres, et ça n'a pas bougé d'un poil. C'est certain, c'est moins agréable qu'une crosse pleine et fixe, mais pas si horrible que ça. Mais est-ce que la poignée pistolet est obligatoire pour un fusil d'assaut? Ça semble plutôt évident aujourd'hui quand on regarde les formes du STG-44, mais aussi de la K-47, de la R-15, et j'en passe. Mais par exemple, l'AC-556. Cette arme est bien classée comme fusil d'assaut. D'ailleurs, c'est assez amusant de constater les points communs entre l'USM1 et l'AC-556. Comme quoi. Il y a une chose intéressante avec l'USM1 aussi, c'est que si elle a été conçue et pensée pour être utilisée par des troupes de soutien, finalement son rôle sera détourné pour être utilisé par des troupes en première ligne. Alors pas forcément par choix, mais simplement que le conflit mondial a poussé certaines unités à les utiliser comme telles. D'ailleurs, les radios ou mitrailleurs se retrouveront eux aussi parfois en première ligne, malgré eux, et feront usage de leur M1. Quand je vois ça, je pense immédiatement au LP-08, le Luger artillerie, à la base une arme personnelle de défense pour les artilleurs, qui sera détournée au cours du premier conflit mondial pour être utilisée par les troupes d'assaut, les Stormtruppen. Avec la M1, on est exactement dans la même veine. Cela se vérifie avec les parachutistes équipés de M1A1 qui sont des unités combattantes et non de support, et bien évidemment les Marines qui en seront largement équipés, surtout dans les combats du Pacifique, où il était beaucoup plus pratique de manipuler une carabine qu'un encombrant M1 Garand dans une jungle luxuriante. Bon, ceci est à relativiser dans le sens où ceux qui ont les USM1 sont, comme j'ai déjà précisé, plutôt des personnels de soutien. Mais il n'est pas impossible qu'un combattant ait fait le choix, selon l'environnement où il se trouvait, de délaisser son Garand au profit d'une carabine M1. En tout cas, c'est a priori des combats durant le Pacifique que naîtra la nécessité de rajouter une baïonnette sur l'arme, car initialement, il n'y en avait pas. Comme le Sturmgewehr d'ailleurs. Enfin, oui, il y avait un quillon au tout début de la production du STG, mais qui a été rapidement supprimé par la suite, laissant le Sturmgewehr
sans baïonnette. Il y a aussi quelques photos de la bataille des Ardennes où on voit d'ailleurs des Allemands avec du STG-44, mais aussi des USM-1. Preuve que l'arme était tout à fait capable d'être utilisée en première ligne. Du moins, selon le contexte. On peut parfaitement imaginer que dans les grandes étendues de l'Afrique du Nord ou dans les vallées italiennes, il soit plus cohérent de garder un 98K, mais que dans les denses forêts des Ardennes, l'USM-1 soit plus pertinente. Ce qui pêche un peu depuis le début sur cette USM-1, c'est deux choses. Le manque de mode automatique, cela faisait partie de la demande initiale et finalement avait été abandonné. L'idée fut reprise en mai 1944 à la demande des troupes combattantes comme les Marines. Quelques modifications techniques plus tard et surtout l'apparition d'un chargeur courbe de 30 coups et un sélecteur de tir sur le côté gauche de l'arme, c'est l'USM-2 qui apparaît en mai 1945. Et oui, un peu tard. Quoique dans le Pacifique, les combats continueront jusqu'à la capitulation du Japon le 2 septembre 1945. Finalement, l'USM-2 aura surtout connu le feu durant la guerre de Corée en 1950, et les troupes de l'armée de la République du Vietnam auront un stock conséquent de USM-1 et d'USM-2 fournis gracieusement par les USA. Ces derniers d'ailleurs utiliseront encore des USM-2 en tout début du conflit, car encore une fois, une arme automatique, légère et compacte est plus facile à utiliser dans la jungle. D'ailleurs, je parle du Vietnam, mais je devrais aussi parler de l'Indochine. L'armée française a aussi été une grande utilisatrice de la Baby, que ce soit la M1, la M1A1 et M2. Preuve encore une fois de la polyvalence de l'arme, comme un fusil d'assaut. Enfin, c'est encore une fois à relativiser dans le sens où, dans une période d'après-guerre où il y a un stock très important du SM1 et de pièces détachées, ce qui en fait une arme très bon marché à distribuer aux troupes. Cela n'empêche pas qu'elle ait été très appréciée des parachutistes français, mais ça reste quand même à relativiser. D'ailleurs, la production de la carabine s'arrête en 1945, et plus aucune autre arme n'utilisera son calibre, le 30M1. Prouvant finalement que certes, l'arme aura fait la Seconde Guerre mondiale et sera encore utilisée jusqu'au Vietnam et en Algérie, mais que c'était un peu une impasse et juste une réponse à une demande faite après la Première Guerre mondiale. C'est bien beau tout ça, mais on en revient toujours au même point. L'USM-2 garde la forme d'une carabine et tire une cartouche certes intermédiaire, mais qui provient plus du pistolet que du fusil. J'ai beaucoup comparé l'USM-1 avec le STG-44, mais c'est plutôt l'USM-2 que j'aurais dû prendre comme modèle. Mais j'ai trouvé intéressant de revenir un peu sur l'origine de la M1 Carbine. Finalement, le premier fusil d'assaut américain n'arrivera réellement qu'en 1964, lorsque l'armée de l'air adoptera la R-15 ou M16, chambrée en 223. Car entre les deux, c'est le M14 qui sera adopté, soit grossièrement un M1 Garand en 308 Winchester avec chargeur amovible, qui pouvait tirer en semi ou full auto. Une arme peu adaptée au combat rapproché et difficile à contrôler en full auto. C'est quand même assez fou de se dire qu'avec l'expérience de l'USM-2, le STG-44 dans les mains des Allemands, qui devait remplacer tout l'armement de la Wehrmacht, les États-Unis sont restés dans une logique d'une arme utilisant une cartouche puissante. Et comme la plupart des autres armées, comme la France avec le MAS-49, sans parler du FAL, du HKG3, STG-57 suisse et bien sûr l'AR-10 portugais déjà présenté sur la chaîne. Bon, je sais, c'est aussi à replacer dans le contexte de l'OTAN et d'adoption du 308 Winchester imposé à toutes les nations, mais ça reste intéressant à soulever. C'est là qu'on voit que le STG-44 était vraiment en avance sur son temps. Trop peut-être. Bon, je sais, la vidéo porte sur la M1 et pas sur le Stormgewehr. Mais c'est pour vous faire part de ma réflexion. D'ailleurs, l'USM-1 n'a pas trop à rougir par rapport au STG, car elle aura quasiment les mêmes accessoires, comme le lance-grenade. À partir de 1943, un adaptateur sera développé qui se fixait au bout du canon, et qui permettait d'y apposer une grenade anti-personnel ou anti-char. Il fallait une munition adaptée à la propulsion de la grenade. Ce lance-grenade sera réellement utilisé durant la guerre, alors que celui du STG restera à l'état de prototype, l'Allemagne ayant d'autres contraintes dans les 2 dernières années, ne lui permettant pas d'aller jusqu'au bout du développement. Mais sur le papier, les deux armes peuvent le faire. Autre particularité et dernière variante de la famille des M1, j'ai nommé la M3. Bon, peu de changements dans l'arme, vous prenez une USM-2, vous lui collez une lunette à vision infrarouge pour tirer de nuit et hop, vous avez une USM-3. Ah oui, comme la fameuse lunette vampire du STG. Bon, encore une fois, côté allemand, la lunette n'aura pas le temps d'être utilisée, tandis que côté US, l'USM-3 sera bien utilisé au fond.
mais surtout durant la guerre de Corée. A noter sur les dernières versions l'apparition d'un cache-flamme, offrant une discrétion lors des tirs nocturnes, et aussi d'éviter de brouiller la lunette par la luminosité provenant de la chaleur du canon. Voilà, la vidéo change un peu du format historique habituel, et tournait plus autour d'une réflexion sur l'USM-1 et surtout sur le fait que l'USM-2 pourrait être le premier fusil d'assaut américain. Du moins, elle emprunte vraiment certaines caractéristiques, mais n'a pas été conçue dans ce sens. Et en même temps, elle a été conçue à une époque où la notion de fusil d'assaut n'existait pas, et émergeait à peine en Allemagne. La famille des M1 reste une arme assez polyvalente, et après avoir tiré quelques cartouches avec, je comprends qu'elle a été appréciée par les unités combattantes. Son poids et son recul modéré sont vraiment appréciables. Les amorces des cartouches sont non corrosives, et ça c'est un détail très intéressant, car pour les autres munitions militaires de l'époque, ce n'était pas le cas. Généralement, ce qui en faisait en plus une arme facile à nettoyer. Néanmoins, le calibre sera souvent critiqué pour son manque de pouvoir d'arrêt. On a testé quelques tirs à 50 mètres et voici les résultats. Bon, là ce sont mes tirs, et là ceux de son propriétaire, qui connaît mieux son arme que moi. Je sais que certains tireurs font des cartons très corrects à 200 mètres aussi. Bref, une arme très populaire à travers le monde, qui aura connu les plus grands champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, avec une longue carrière dans l'armée française, jusqu'en Algérie, et qui se trouve encore à un prix correct aujourd'hui pour se faire plaisir. A noter que je parlais dans la vidéo du 30 carbine comme étant un calibre de pistolet agrandi. Eh bien sachez qu'il existe justement un pistolet semi-automatique chambrant cette cartouche, l'Automac 3. Alors ça, si vous en avez un, je serais ravi de pouvoir l'essayer. Bon, maintenant qu'on a abordé l'histoire et le développement de l'USM-1, on va s'attaquer au rechargement. Les amis, l'USM-1, c'est pour moi. Le rechargement, c'est sur ma chaîne Magnum 44. Alors, merci pour l'histoire, hein, mais c'était très bien, mais le rechargement, allez voir. Et surtout, abonnez-vous à sa chaîne. Et abonnez-vous à sa chaîne. Ouais, faut pas oublier. Hein. Ciao.